merci à tous. Je remercie Yann-Éric Lassens et Patrick, mais qui ne sont pas dans la salle. Mais je les remercie quand même pour cette invitation. On va effectivement parler du vrai délai pour la thrombolyse. Alors, ça peut paraître toujours étonnant en 2016 de parler de la thrombolyse. On se dit, c'est pas très à la mode. On est passé à autre chose, la thrombectomie. Je pense que plus que jamais, c'est à la mode, puisque je vous rappelle quand même que le traitement de référence, et Caroline va nous en parler, il s'agit bien du bridging, thrombolyse IV plus thrombectomie. Et je pense que aujourd'hui, il faut vraiment s'inquiéter sur ce délai et combien de temps on se donne pour thromboliser, pour aller sur la table de thrombectomie. Donc, néanmoins, je me suis interrogée, savoir exactement ce qu'on attendait de moi sur le vrai délai. Alors, je me suis dit que le vrai délai, c'était probablement le bon délai, celui qui permet de répondre à toutes les questions, qui est de dire, ce que je veux, c'est sauver le plus de pénombre, et donc éviter que l'infarctus grossisse. Ce que je veux, c'est le meilleur outcome de mon patient, et donc ça doit passer par une recanalisation. Et puis avoir de moins d'effets secondaires possibles, et puis surtout permettre une accessibilité, donc en termes de fenêtre thérapeutique, la meilleure fenêtre thérapeutique pour avoir le plus de patients. Donc notre travail, c'est quoi? C'est d'éviter que l'accident vasculaire grossisse, et notre cible thérapeutique, en jaune, c'est la zone de pénombre qui va augmenter au fur et à mesure que le temps passe, et probablement qu'à l'échelle individuelle, et on y reviendra longtemps là-dessus, à l'échelle individuelle, on a peut-être des croissances différentes selon notre âge, selon nos comorbidités associées. Et donc, cette notion de délai est là pour répondre à une meilleure recanalisation. Nos 3 études Princeps qui ont, là c'est un Lancet de 2004, c'est à partir de là qu'on a eu l'AMM en France de thromboliser nos patients, ont permis de dire la thrombolyse, ça marche mieux chez des patients qu'on thrombolyse sur scan, il n'y avait même pas d'enjeu scan à l'époque, versus le placebo, donc ça c'est 2004. Et d'emblée, il y a une notion qui apparaît, ça marche dans les 3 heures, mais ça marche surtout dans les 90 minutes. C'est-à-dire qu'à gravité égale, le fait de thromboliser dans les 90 minutes, vous avez 2 fois moins de patients handicapés à 3 mois. Et là, en fait, c'est clairement gravité égale, il y a 2 fois plus de patients qui vont reprendre le boulot à 3 mois, dès lors que vous arrivez à les thromboliser dans les 90 minutes. La fenêtre thérapeutique, comme vous le savez, en tous les cas pour nous en France, parce qu'on va voir qu'on a des AMM différentes, elle s'est étendue, ça a été ECAS 3, et elle nous a permis de dire, ça marche aussi jusqu'à 4h30. Ça permet à 14% de patients d'être autonomes en plus. On évite un handicap quand on en traite 10 dans les moins de 4h30. On en évite 1 sur 4,5 quand on les traite dans les 90 minutes. Et 90 minutes, s'il faut retenir un délai, justement, puisqu'on parle de délai, c'est bien cela. Des AMM qui, donc, en Europe, l'AMM de la thrombolyse, c'est moins de 4h30. L'AMM, en fait, a exclu les sujets âgés. Les Américains sont restés sur une AMM de moins de 3 heures, eux sans limite d'âge. Néanmoins, les recommandations, on a beaucoup parlé ce matin de toute cette divergence entre les recommandations et puis les AMM. Les Américains, eux, disent ça marche très bien, donc thrombolisez tous avant 3 heures. Puis après 3 heures, vous vous posez plusieurs questions. Entre 3 heures et 4h30, vous regardez est-ce qu'ils sont vieux, plus de 80 ans, et dans ce cas-là, non. Est-ce qu'ils sont graves, NIHSS plus de 25? Est-ce qu'ils sont sous anticoagulants? Est-ce que vous avez un territoire de la sylvienne ischémiée à plus du tiers? Et donc, ils ont mis quelques critères d'exclusion pour étendre cette fenêtre thérapeutique que nous n'avons pas retenue chez nous. Donc, encore une fois, des AMM qui sont différentes entre 3h et 4h30. Néanmoins, pour l'instant, pas au-delà de 4h30 dans les recommandations telles qu'elles existent aujourd'hui. On se moque pas de toi, t'inquiète pas. C'est un téléphone. On va essayer de rester concentré. Alors, il y a ces études Princeps, ces 4 études Princeps, dans lesquelles vont arriver 2 autres, Épithète et HIST-3. HIST-3, ça va être très important pour nous, parce que HIST-3, on va le voir tout à l'heure, se sont intéressés à des thrombolyses plus tard, entre 4h30 et 6h, et à s'intéresser à du vieux, et ce qui va permettre aussi de répondre à beaucoup de questions concernant cette population de sujets âgés. Donc, quand on poule toutes ces études, ces 7000 patients, ces études randomisées, on dit oui, ça marche, on l'a vu, ça marche. Et ça marche aussi quand on est au-delà de 4h30. Donc, on peut s'interroger, ça c'est le poids de HIST-3 dans l'étude, on peut s'interroger à ces patients au-delà de 4h30. Néanmoins, et on garde en tête, ce qu'il faut, c'est les thromboliser le plus tôt possible,
Ok, jusqu'à 4h30, peut-être entre 4h30 et 6h pour certains, mais en tous les cas, les 90 minutes restent vraiment pour nous notre objectif avant de ça de traitement. Alors ça, c'est une étude intéressante qui a repris justement toutes ces études-là et qui s'est intéressée de dire finalement dans ces études, nous on s'est intéressé au patient qui reprend son boulot, ranking 0 et 1. Je reprends la vie avant l'AVC. Et là, il dit, mais est-ce que ça marche pour chaque valeur de Rankins? Finalement, est-ce que... Et donc la réponse est oui, quand on regarde toutes ces études, quel que soit le Rankins que vous prenez comparé au placebo, ça marche autant, mais ça marche d'autant plus qu'on thrombolise nos patients tôt. Ni l'âge, ni la sévérité de l'accident vasculaire vont influencer cette relation entre outcome et délai de traitement. Le délai est vraiment le plus important. Le prix à payer, c'est quoi? Il y a 6 à 7 fois plus de transformations hémorragiques. On utilise un thrombolytique. Alors, il y a plusieurs façons de s'intéresser à la transformation hémorragique. La transformation hémorragique qu'on voit, et puis la transformation hémorragique qu'on voit et qui est symptomatique. Plus de 4 points au NIHSS. Et c'est celle-ci, finalement, on peut saigner dans sa tête. Si il n'y a pas d'aggravation clinique, peu importe. Et c'est celle-ci qui est pour nous, effectivement, qui peut nous rendre très frileux dans la décision d'une thrombolyse. C'est vraiment ça. Alors là, ce papier qui est assez récent, en fait, disait finalement comment on peut appréhender une complication hémorragique. Moi, j'aimerais repérer le patient qui, lui, je pense qu'il va saigner plus que l'autre. Donc en fait, il va pouler toutes les études qu'on vient de voir et on se rend compte que finalement, si on prend l'âge ou le score de gravité ou le délai, aujourd'hui, ce n'est pas des éléments qui nous permettent de prédire le risque de transformation hémorragique. Et on le voit bien, nous, dans notre vie de tous les jours, on se dit, mais la complication hémorragique sur la thrombolyse, on n'a vraiment pas compris encore. C'est des choses, il y a des patients qui saignent et on ne comprend toujours pas pourquoi. Les études le disent bien, finalement, on n'arrive pas à avoir un critère. Alors, c'est un traitement qui marche, et je pense qu'à l'heure où on est en train de parler de thrombectomie, il faut vraiment qu'on s'interroge à ceux qui vont rentrer dans le moule de dans ce cas de la thrombolyse IV, puisque je vous rappelle, c'est thrombolyse IV plus thrombectomie. Qu'est-ce qu'on peut dire 13 ans après l'AMM? L'AMM, on l'a vu, c'était 2003. On n'a pas les chiffres. Alors, il y a une opacité sur les chiffres. À chaque fois, je demande à France ou à moi, est-ce que tu peux nous préciser exactement? Bon, a priori, 7% de nos accidents vasculaires ischémiques sont thrombolisés, alors qu'on est en train de dire, si vous les thrombolisez dans les 90 minutes, vous évitez un handicap pour 4 à 5 patients traités. Donc, ça paraît étonnant de dire qu'il y a un traitement qui marche, mais finalement, l'accessibilité est difficile. L'accessibilité, elle est clairement difficile compte tenu du délai. Et c'est notre critère d'exclusion, c'est pas tant les anticoagulants, c'est vraiment l'exclusion vient d'emblée sur cette fenêtre thérapeutique étroite. Un papier récent s'est intéressé, donc on est aux États-Unis, et il regarde en fait le nombre de patients qui arrivent avec leur AVC sous le bras dans les moins de 3 heures au SAU. Ils se rendent compte que dans les moins de 3 heures, il n'y en a que moins d'un tiers. On voit bien qu'il y a un problème, et pourtant on va voir, ils sont quand même très très bons dans la com et pour faire éduquer leurs patients en termes de prévention. Et pour autant, on se rend compte que ce délai, il va falloir un peu voir comment on peut l'éteindre. Alors, quid de la thrombolyse entre 4h30 et 6h? HIST-3, comme on a parlé tout à l'heure, pour nous était très intéressante parce qu'elle a inclus ces 3000 patients. HIST-3, elle a inclus des patients avec en fait des spécificités, des sous-groupes de patients qui sont à la fois du vieux, à la fois des graves, et à la fois au-delà de 4h30. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Finalement, au-delà de 4h30, donc quand on dit au-delà de 4h30, c'est entre 4h30 et 6h, eh ben, on se rend compte que ça marche. Alors, dans cette étude, il y avait 1266 patients qui sont arrivés au-delà de 4h30. Donc, on n'est pas non plus sur... Mais néanmoins, on commence à se dire, mais qui on va pouvoir rentrer exactement dans cette fenêtre thérapeutique? Donc, il conclut en disant, il va falloir d'autres études pour aller un petit peu plus loin. Mais, et ça, c'est un papier récent qui fait suite à HIST-3 qui dit, mais finalement, l'inclusion de HIST-3 se faisait sur scanner, principalement. Il y a eu très peu d'erreurs. Est-ce qu'on n'aurait pas des critères scanographiques qui nous permettent de dire, bon, lui, c'est passé 4h30, par contre, parce qu'il a ça au scanner, c'est probablement un très bon candidat à la thrombolyse. Donc ils ont regardé des choses, ils ont regardé est-ce qu'il y avait une séquelle d'infarctus,
Est-ce qu'il y avait une différenciation blanc-gris? Est-ce que l'étendue d'hypodensité? Est-ce qu'on voyait d'emblée l'accident? Et ils ont regardé. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'avec quand même des P qui sont relativement faibles, mais ils disent, quand on a certains signes sur le scanner, ça prédit l'outcome, ça prédit le risque de transformation hémorragique, mais par contre, ça ne prédit pas du tout la réponse à la thrombolyse. Donc tout ça pour dire, sur ces critères imagerie scanographiques, on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent pour dire, lui, il va répondre plus qu'un autre. On l'a bien compris, ce qu'on veut, c'est sélectionner le patient au-delà des 4h30. Et donc, si on veut sélectionner au-delà des 4h30, c'est qu'on pense qu'à l'échelle individuelle, au-delà de 4h30, il y a encore de la zone de pénombre à sauver. Donc, c'est finalement, et peut-être Diffuse va répondre à cette question, c'est de se dire, on est passé 4h30, alors là, on est aux États-Unis, donc eux, ils ont regardé entre 3 et 6 heures. On va regarder ceux pour qui il reste de la pénombre à sauver. Finalement, je ne vais pas utiliser un thrombolytique, on est passé 3 heures, il ne répond plus à nos critères AMM. Donc, qui a encore de la pénombre à sauver? Alors, vous comprenez bien que si je vous présente cette patiente-là qui a 41 ans et qu'on lui fait juste un scan, je suis incapable de dire si elle a de la pénombre ou pas à sauver. Moi, je la vois très grave, avec un IHSS à 18. Et donc, l'outil imagerie qu'on va utiliser, en tous les cas qui était utilisé dans cette étude, c'est le mismatch, en fait, l'IRM de perfusion avec le mismatch entre je vois mon hypersignal en diffusion et je vois sur l'IRM de perfusion une étendue de l'hypoperfusion très importante. Donc la différence entre ce que je vois en DWI, l'hypersignal, et ce que je mesure en termes d'hypoperfusion. Et si cela est important, donc ils ont défini, c'est plus de temps, celui-ci, on va le thromboliser. Et donc, en fait, on est en train, à l'échelle individuelle, d'aller chercher le candidat qu'on pense bien répondre à la thrombolyse. Donc, effectivement, alors ces résultats, ils sont assez intéressants parce que ça marche, ça dépend ce qu'on regarde. Si on dit le but de la thrombolyse, c'est de les faire moins grossir, dans ce cas-là, oui, ils grossissent moins, versus placebo. Si c'est de dire je veux les recanaliser, oui, vous les thrombolisez avec une hypoperfusion importante, un gros mismatch, vous les thrombolisez, et oui, ils se recanalisent plus facilement. Et en termes de mortalité, vous ne les tuez pas plus. Par contre, si vous regardez en termes de rankings, il n'y a pas trop de différence. Donc le cerveau va mieux, mais encore, il n'y a pas de traduction sur l'outcome. Néanmoins, tout ça, c'est des pistes de travail. Et donc là va sortir l'étude en fait en cours ECAS-4. ECAS-4, c'est la suite de ce qu'on vient de dire là, qui est de dire finalement, on va s'intéresser à des patients entre 4h30 et 9h, en les ciblant, en thrombolisant ceux pour lesquels il y a de la pénombre à sauver, avec des critères imagerie qui sont donc de la perfusion, que ce soit par enjeu, scanner de perfusion ou IRM de perfusion, et on va s'intéresser à 3 mois à leur devenir. Donc voilà un petit peu en termes de délai, comment on peut augmenter cette fenêtre thérapeutique. Là où je vous ai parlé, pas finalement par rapport à l'altéplase. Mais l'autre question, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas de façon à la carte individualiser tel patient qui va répondre au mieux à un autre thrombolytique, ou chez ce patient-là, adapter les doses? En fait, on se pose les mêmes questions que les cardiologues se sont posées il y a quelques années en arrière. Et donc, c'est plutôt essayer de sélectionner le meilleur patient. Alors, l'altéplase, le ténectéplase, dit oui, ça marche autant que l'altéplase. On est sur des petites séries de patients pour l'instant. Pour nous, neurovasculaires, c'est un thrombolytique qui a probablement de l'avenir. Clairement en termes de transformation hémorragique, parce qu'il apparaît en tous les cas sur ses premières études que ça fait moins saigner que l'altéplase. Et peut-être qu'on pourra se poser la question de ces thrombolytiques dans des fenêtres thérapeutiques un petit peu plus grandes. L'autre chose, ça c'est les dernières nouveautés, c'est l'ESC, le stroke européen à Barcelone, où on nous dit, on est parti sur du 0,9 mg/kg en altéplase, mais le 0,6 ça marche aussi. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis forcément, si vous utilisez moins, ça fait moins de thrombolytique, ça fait moins saigner. Et donc là aussi, est-ce que finalement, là c'était de la thrombolyse dans les 4h30, mais est-ce que finalement, on va se dire, est-ce que lui, passé 4h30, compte tenu des critères imagerie et compte tenu du risque de saignement, est-ce que je peux lui mettre lui spécifiquement du 0,6? Probablement des schémas de prise en charge qu'on va mieux définir.
Alors, on l'a vu, finalement, on a bien compris, ce qui nous heurte, on est en train de dire cette fenêtre thérapeutique étroite, et là on parle de médicaments. Mais clairement, nos patients, ils arrivent trop tard. Il faut aussi s'interroger pourquoi ils arrivent trop tard. Et là, on n'est vraiment pas bon, probablement, sur l'information au grand public. Alors, on n'est pas bon, en tous les cas, on progresse, c'est sûr. Quand on voit ce qui est fait à l'étranger, c'est incroyable, hein, c'est-à-dire qu'entre deux spots publicitaires, hein, la voiture pour papa puis la lessive pour maman, pour rejoindre le propos en fait, vous avez un spot publicitaire sur c'est quoi l'AVC, et ça tourne, c'est très court, ça tourne, et vous ressortez de là, que ce soit l'enfant, la grand-mère, et ben, ils sont tous au courant, et donc ils sont très très forts. Alors moi je vais assez souvent sur le site pour aller voir les spots publicitaires, ils changent tout le temps. Il y a un spot publicitaire, enfin, il y a un site qui est Fast Stroke, et donc ils vous montrent. Alors tout le monde connaît. Pour autant, vous avez vu, hein, les résultats ils sont pas forcément très bons. Qu'un tiers arrive dans les 3 premières heures au SAU. Mais je peux vous dire que nous on n'est pas. Quand on interroge hein, sur c'est quoi un AVC dans la population, alors c'est mieux, hein, mais les résultats sont toujours un peu étonnants. Donc voilà, donc, des spots publicitaires. Qui sont plutôt, qu'on a envie de regarder, il y a de la couleur. Alors nous, on a commencé un petit peu... oui, hein, voilà. Alors pour certains, que je ne citerai pas dans la salle, ça évoque de la poupée gonflable. Pour moi, je trouve que ça fait plutôt peur, on a envie de partir en courant, mais quand on est plégique, c'est compliqué. Alors, l'affiche a été modifiée. Comme on n'avait pas très bien compris de où ça se passait, c'est pas, je vous raconte la vérité, hein, nos affiches ont changé. C'est-à-dire que maintenant, on a mis une étoile dans le cerveau pour dire c'est là que ça se passe. Voilà. Donc, on voit bien qu'on progresse. Hein, on voit bien qu'on progresse. Entre-temps, en fait, c'était une grande discussion avec France en disant, mais je me rappelle cette discussion en disant, mais je comprends pas, les Américains, ils ont des spots publicitaires. Puis on dit, ah ben oui, on va essayer de trouver un truc. Donc, le FAST qu'on a vu, hein, Face, Arm, Speech, Time, on le traduit en français et là, on n'est pas bon du tout. Hein, parce que moi, je vous appelle parce que j'ai une inertie d'un membre. Hein. Donc dans le grand public, c'est pas facile à passer. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille encore beaucoup sur nos spots publicitaires et surtout les moyens de les faire passer. Et moi, je m'interroge toujours sur ce spot publicitaire que vous avez tous vu, que là, pour le coup, on a vu, c'est peut-être un peu fort, je suis désolée, qu'on a tous vu, moi qui m'étonne toujours, le seul spot publicitaire pour faire de l'information, de la prévention grand public dans nos chaînes en France, c'est ça, c'est la DMLA. Aussi, une tache assombrit progressivement le centre de votre vision. Ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Dans les envies d'un ophtalmologiste, DMLA, n'attendez pas. Alors là, je suis interrogée, moi. Je ne comprends pas. Alors, je comprends qu'il y a Novartis derrière, mais vous les avez vus, c'est le seul spot publicité qui passe. Donc moi, j'ai pas très bien compris si la DMLA c'était urgent. J'ai bien compris qu'il fallait quand même vite faire le test, mais pas simple. Alors que je crois qu'il y a des choses qui existent et qu'on n'exploite pas assez. Moi, j'ai été assez touchée par ça. Je pense qu'il parle de Belmondo, en fait, quand il a fait l'AVC. Mais t'es pas comme d'habitude, alors. Alors il m'a dit que ça allait, qu'il était juste fatigué. Mais j'aurais pas dû l'écouter. J'aurais dû appeler le 15 immédiatement. Alors sa vie a basculé. Il ne peut plus parler. Il est paralysé. Il est arrivé trop tard aux urgences. Alors, ne faites pas comme moi. Si vous reconnaissez l'un des signes de l'AVC, ne perdez pas de temps, que chaque minute compte. Alors, appelez immédiatement le 15. Et ça, c'est valable dans le nord, aussi bien que dans le sud. Voilà. L'info, je trouve qu'elle passe, elle a le mérite d'être claire, Galabru, tout le monde connaît, donc on se dit, on va l'écouter. Voilà. Et je pense que ça a tout son sens de placer des choses comme ça plutôt que la DMLA. Mais voilà, après, c'est à nous de sensibiliser nos autorités. Donc, le contexte, il ne faut pas l'oublier, on a dit c'est thrombolyse IV et Caroline va nous parler de la thrombectomie derrière, hein, mais c'est le bridging des deux, c'est l'association des deux. Et je vais juste en toucher un mot pour vous dire, et c'est en ça que quand on regarde l'efficacité de la thrombectomie, il faut qu'on s'interroge sur mais dans quel délai les patients qui sont rentrés dans ces études, je pense que Caroline va nous en parler, ont été thrombolysés. Et moi, je suis très surprise sur les études dont tu vas nous parler, Caroline, c'est de voir que on dit thrombolyse IV plus thrombectomie, ça marche, mais la thrombolyse IV, c'est pas nos chiffres qu'on a. Ils ont été thrombolysés hyper tôt. Mr. Clint, ils étaient thrombolysés dans les 85 minutes, Escape dans les 110 minutes. Donc là encore,
c'est, je pense, plus que jamais, il faut s'interroger sur le délai de thrombolyse et dire le plus tôt possible. Enfin, et je finirai là-dessus, le groupe Urgence Neurovasculaire, qui est un groupe de travail de la SFNV, a répondu à l'appel d'offres de l'IRU. Donc c'est un travail, donc notre projet a été retenu. Donc vous allez tous être impliqués, et je compte sur vous. SFNV, donc c'est un travail commun avec la SFNV et la SFNU, de faire une enquête sur 3 jours donnés sur la prise en charge de nos patients AVC. Tout patient AVC est inclus, et de comprendre un petit peu quel est son trajet. On a pensé que c'était un accident vasculaire, est-ce que c'en était vraiment un? Si ça a été un, dans quel délai il était thrombolisé, ainsi de suite. Donc ça va être une très très belle étude, et on a besoin d'inclure nos patients de façon tous efficace sur ces 3 jours. Donc pour conclure, et vous l'avez compris, la thrombolyse EV, oui, c'est vrai qu'on thrombolise dans les 4h30, mais ce qu'il faut retenir le plus tôt possible, et idéalement dans les 90 minutes, que trop peu de nos patients bénéficient de la thrombolyse, et il faut probablement se poser la question de l'information grand public, qu'il va y avoir dans les années à venir une meilleure sélection de nos patients grâce aux outils imagerie qu'on a vus, grâce également à des nouvelles molécules de thrombolytiques et puis des doses adaptées. Je vous remercie de votre attention. Bon, les objectifs, hein, on connaît tous, aller le plus vite, plus vite, plus vite, on martèle toujours cette chose. Pour parler de la thrombectomie, j'étais obligée de reparler un peu du concept de pénombre ischémique, parce que, en revanche, contrairement aux essais sur la fibrinolyse IV, ils ont vraiment été basés sur ce concept. Comment marche la souris là, c'est celle-là? Bon, il n'y a pas de souris. Donc, ah oui, vous la voyez? Oui. Donc, ce fameux concept de time is brain, photo absolument horrible. Mais voilà, cette bouillie de cerveau, mais c'est pour toujours rappeler 2 millions de neurones morts pour chaque minute passée. Et donc, ce concept de pénombre, qu'enfin on peut appréhender, comme disait Sandrine, grâce à l'IRM, avec sur l'IRM de diffusion, qui peut montrer l'infarctus dit a priori définitif, qui ne veut pas dire que le patient ne va pas récupérer, et cette zone d'hypoperfusion, de souffrance, et c'est sur cette zone que l'on peut agir, la différence faisant la pénombre. Donc les objectifs de la recanalisation, que ce soit la fibrinolyse ou la thrombectomie, c'est de désocclure au plus vite l'artère pour restaurer le débit sanguin cérébral et pour éviter que l'infarctus cérébral grossisse et finalement rejoigne la zone de pénombre. Mais tout ça, c'est pour une personne, un cerveau et une personne, pour éviter les lésions irréversibles cliniquement et une meilleure évolution clinique. Donc c'est vrai que dans les études, on parle toujours du handicap selon cette échelle. Je pense que vous la connaissez, mais je pense que c'est important de la rappeler, parce que vraiment on se base là-dessus. Le score de Rankin, donc 0 complètement asymptomatique, vous ou moi, enfin aucun problème, à symptômes minimes qui n'interfèrent pas dans les gestes de la vie quotidienne. Donc c'est par exemple des fourmis d'une main, mais ça peut gêner le patient, mais franchement il peut tout faire comme avant. Un jeune reprend le travail, il reprend ses activités sociales, parce que le cerveau c'est pas uniquement une paralysie, enfin, c'est aussi tout le reste. Donc pas de modification de caractère, etc. 2, ça commence à être un handicap mineur, mais le patient est complètement autonome, donc il peut être un peu plus lent pour certains gestes, mais enfin il fait tout normal. Et finalement, c'est de 0 à 2 où on considère que c'est une très bonne évolution clinique. Mais vous voyez tout de suite qu'être 0 ou 2, c'est pas pareil non plus. Faut quand même, mais bon. À partir de 3, là, ça commence à être plus problématique. 3, c'est le handicap modéré. On ne peut pas être totalement autonome, mais on peut marcher sans aide. Sans aide ne veut pas dire sans canne, mais ça veut dire sans aide humaine. Voilà. C'est quand même important de le savoir. 4, c'est modérément sévère. Donc là, on n'est plus capable de marcher sans aide. Donc on est quand même très dépendant. Et 5, c'est handicap sévère, confiné au lit, la catastrophe. Et 6, décès. Et souvent, dans l'inconscient collectif, ou le conscient, et dans les études, ce qui est pas mal, 5 et 6 sont souvent mis ensemble parce que, voilà, on considère que, voilà, globalement, est-ce qu'il y a une grosse différence? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, ça a été fait largement bien mieux avant. Donc, je ne repasse pas juste là-dessus, sur, évidemment, le temps est très important. Et pour arriver à la thrombectomie, le risque, bien sûr, c'est les hémorragies symptomatiques. Bon, l'angioëdème, c'est une limite, mais enfin, bon, ça se traite assez bien. Et finalement, la grosse limite de la fibrinolyse intraveineuse, même si c'est spectaculaire, c'est les nombreuses contre-indications, on dira un mot sur l'accident du réveil d'ailleurs, et le délai bien sûr, et aussi et surtout un taux de recanalisation dans les artères de gros calibre qui n'est pas si fantastique que ça.
Si on prend des occlusions, parce que finalement, un AVC ischémique, c'est une occlusion artérielle, c'est pas renversant, on le sait depuis toujours. Et ça peut être une occlusion qui est distale. On parle de la thrombectomie, parfois c'est une occlusion très distale, la fibrinolyse marche très très bien, vous voyez, dans 66% des cas. Plus on est proximal, moins ça marche. Dans la carotide, c'est moins de 10% des cas. Le premier segment de la sylvienne, c'est 35%, et plus on est en distalité, plus ça marche la fibrinolyse. Donc ça, c'est une grosse limite de la fibrinolyse qui a fait arriver la thrombectomie. Donc, la thrombectomie, c'est quoi? C'est par voie intra-artérielle, un cathéter qui monte dans la carotide, qui monte directement dans l'artère intracrânienne. Donc le système actuellement le plus spectaculaire, qui marche très très bien, et qui a permis la positivité des études, c'est ce stent-là, qui est en fait un stent auto-expansible. Il arrive fermé, bon évidemment, sinon vous imaginez l'artère. Il englobe le thrombus, c'est assez joli, et il s'enlève avec le thrombus entrappé dans le stent, donc ça évite un peu les embolies distales, et en plus il n'y a pas de stent qui reste sur place. Voilà, donc ça c'est le principe de la thrombectomie. Donc, les essais randomisés, actuellement, publiés, ont porté sur les accidents de la circulation antérieure, c'est-à-dire la carotide et l'artère sylvienne. Il y a un essai randomisé sur l'occlusion de l'artère basilaire, mais pour l'instant, on n'a pas les preuves comme la circulation antérieure. Bon, heureusement, la plupart des AVC sont de la circulation antérieure. Donc, quelle était la sélection des patients dans ces essais? C'est, bon, par définition, un infarctus cérébral de la circulation antérieure prouvé par l'imagerie, enfin confirmé par l'imagerie, une occlusion de l'artère cérébrale intracrânienne responsable. Donc ça, c'est une grande première. Comme disait Sandrine, les essais quand même sur la fibrinolyse, c'était sur un scanner sans injection seul. C'est quand même catastrophique. On n'avait aucune notion. Est-ce qu'il y a une occlusion? Est-ce qu'il y a du tissu à sauver, etc. Donc en fait, un des grands pas des essais sur la thrombectomie, c'est qu'enfin, on va un peu plus précisément dans le mécanisme des AVC. Donc, il fallait qu'il y ait une occlusion d'une artère intracrânienne. Il fallait donc une occlusion de l'artère sylvienne. Ça pouvait être une occlusion de la carotide, mais aussi associée à une occlusion intracrânienne. Bref, on essaie de sauver le cerveau, que la carotide soit occluse. Si ça marche bien en intracrânien, on ne faisait pas évidemment de thrombectomie. Donc, ensuite, là, j'étais plus de 18 ans. Il y avait quand même une limite d'âge dans les essais, dans 2 études, moins de 80 ans dans une, moins de 85 ans dans l'autre. Et dans les autres études, il n'y avait pas de limite d'âge, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de patients à plus de 80 ans inclus. Ensuite, il y avait le score NIH-SS minimum. Donc, en fait, il y avait une sévérité minimum. C'est-à-dire qu'on n'a pas inclus dans ces études, surtout qu'il y avait quand même 3 études négatives sur la thrombectomie. Il y avait eu quand même une grosse déception des premières études. On avait peur du risque de la technique. Donc, bien sûr, les patients étaient quand même inclus avec un déficit minimum. Alors, quand on voit les inclusions, on a l'impression que ce n'est pas si important. NIH plus de 2, plus de 6. Mais en fait, quand on voit les patients inclus, ils avaient en médiane un NIH à 17. Donc vous voyez, c'était quand même des patients de gravité importante. Donc, et ça, c'est vraiment l'énorme révolution de ces dernières années, c'est qu'enfin, pour la première fois, on s'est intéressé au tissu à sauver. Il y avait l'occlusion déjà, donc on fait un traitement de recanalisation quand il y a une occlusion. Et il y a ce fameux mismatch, donc je ne reviens pas puisque ça a été largement développé. Mais ce qui est intéressant dans le mismatch, c'est qu'il y en a plusieurs. Et le mismatch, en fait, qui est plus utilisé pour nous en pratique, c'est le mismatch radioclinique. C'est-à-dire que dans les essais sur la fibrinolyse, c'était NIH plus de 25, ils étaient contre-indiqués pour la fibrinolyse. Or, on sait qu'on peut avoir des patients avec un déficit sévère. Ici, c'était un NIH à 23, je crois, avec hémiplégie complète, complètement négligente, elle ne se rendait pas compte qu'elle était paralysée, etc. Et vous voyez, sur l'IRM, il y avait un tout petit infarctus. C'est ça qu'on appelle le mismatch radioclinique. On se dit l'infarctus ne correspond pas à la clinique. Donc on sait déjà, même pas besoin de faire de perfusion, qu'il y a du tissu à sauver. Ensuite, il y a le mismatch. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir tout, mais bon. Déjà, le mismatch radioclinique est très important avec l'IRM, bien sûr, comme disait Sandrine, le scanner. Bon. Ensuite, le mismatch diffusion-perfusion. Et enfin, une équipe s'intéresse au collatéral. Enfin, bon, bref, c'est un peu comme la perfusion, c'est-à-dire que c'est un petit signe qui montre aussi qu'il y a du tissu à sauver. Donc, l'autre chose, c'était le délai de début des symptômes. Donc, là, le délai est augmenté par rapport à la fibrinolyse, c'est déjà bien. Il y avait moins de 6 heures, pour une étude moins de 8 heures, et pour une étude moins de 12 heures, mais malheureusement, la plupart des patients, enfin malheureusement et heureusement pour les patients, ils ont été inclus très tôt, donc on n'a pas de données dans des délais un peu étendus. Et alors, la thrombectomie, il ne faut quand même jamais oublier, Sandrine l'a très bien dit, c'est que en fait, c'était en association avec la fibrinolyse. Certains patients n'avaient pas la fibrinolyse, mais la majorité avait la fibrinolyse. C'était pas, il y a une sorte de
parfois de confusion qui peut se faire, c'est pas fibrinolyse versus thrombectomie, c'était fibrinolyse, enfin bref, le maximum du traitement. La fibrinolyse apporte énormément de bénéfices. Est-ce que la thrombectomie en apporte encore plus versus fibrinolyse seule, avec le stent qui avait entraîné au moins 80% de recanalisation des artères. Donc les essais, donc je vous passe les 5 études, comme ça c'est plus facile parce qu'il y a eu une méta-analyse. Donc finalement, on a regardé le taux de handicap à 90 jours, 0 et 2. Donc vous avez vu, c'est des patients autonomes, donc des patients qui étaient quand même sévères à l'inclusion. Combien se sont retrouvés autonomes à 3 mois? Et en fait, comparé à la fibrinolyse seule. Et en fait, ça a été spectaculaire. Ça a augmenté de 2 le nombre de plus de 2 le nombre de patients qui se retrouvaient grâce à la thrombectomie complètement autonomes. Et quand on regarde en fait l'évolution des scores de Rankine, vous voyez là c'était le patient complètement asymptomatique 0. Il y en avait plus, 2 fois plus de patients totalement asymptomatiques qui sont exactement comme avant-après, etc. Et si on prend le Rankine 0,2, il y en avait 26% dans le groupe fibrinolyse seul, donc ça, la fibrinolyse marche quand même, mais bon, pas assez. Et près de la moitié dans le groupe thrombectomie. Donc ça a été la révolution un peu de l'année 2015. C'est vraiment une énorme avancée de la pathologie neurovasculaire. Ça a fait un peu du bien là, parce qu'on disait les UNV à fibrinolyse, mais au moins ça a remis quelque chose et ça a permis que toute la prise en charge des AVC aigus a été un peu regonflée grâce à la thrombectomie. Donc on est aussi content par rapport à ça. Alors, il y a certains patients dans les études, ça dépend, ils étaient obligatoirement fibrinolisés et certaines études ont inclus des patients qui avaient une contre-indication à la fibrinolyse. Donc on a des données aussi chez les patients qui n'avaient pas eu de fibrinolyse et la thrombectomie seule marchait, ce qui n'est pas très très étonnant, et elle marchait que les patients aient la fibrinolyse ou qui ne l'aient pas. Mais c'était quand même un sous-groupe. Alors ensuite, les analyses de sous-groupes sont quand même intéressantes pour voir s'il y a des choses qui se dégagent. Est-ce qu'il y a des sous-groupes qui bénéficieraient plus ou moins bien? Donc l'âge, c'est exactement comme la fibrinolyse. Les pauvres patients âgés, on a toujours tendance à dire bon. Mais en fait, ils bénéficient aussi de la thrombectomie. Les patients de plus de 80 ans par rapport aux autres bénéficient de la même manière. Alors attention, les patients inclus dans les essais à plus de 80 ans, vous imaginez que ce n'est pas le tout pourri vivant en EHPAD complètement dément, évidemment. Mais quand même, on n'a pas de raison de ne pas traiter les patients âgés, qui sont toujours maltraités. Ensuite, l'autre élément important, donc la sévérité clinique, il faut arrêter vraiment maintenant, je pense que c'est plus possible, de l'identifier avec le score NIH, puisque c'est l'imagerie qui compte pour la sévérité clinique. Donc on a un score aspect, vous savez, sur l'imagerie, je vais vous en dire un mot, qui est de 0 à 10. Et en fait, plus le score est bas, plus c'est sévère. Et si on regarde le score aspect bas, c'est pas significatif. Donc, il n'y a pas encore de preuve de l'efficacité de la thrombectomie associée à la fibrinolyse chez les patients qui avaient un infarctus sévère à l'imagerie. Donc, il y a d'autres études qui vont se développer là-dessus. Et de même, ça c'est assez intéressant, pour les patients qui avaient un NIH bas, donc les mineurs, la thrombectomie associée n'a pas l'air si bénéfique. N'oublions pas qu'il y a quand même un risque de la procédure aussi. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire sur les accidents mineurs. Ce qui n'est pas très étonnant parce que les accidents... Bon, on verra. Ça, c'est vraiment les données... L'année prochaine, je pense qu'il y aura des données intéressantes sur les accidents mineurs. Donc, les recommandations européennes, maintenant, c'est que la thrombectomie mécanique en association avec la fibrinolyse, qui est faite selon les clous à moins de 4h30, est recommandée dans les 6 heures. Donc on a un peu plus de temps, mais c'est pas bon, bah c'est cool, j'ai un peu plus de temps. Comme d'habitude, il faut aller le plus vite possible. Voilà. Ensuite, ça c'est très important, et ça je pense qu'on va en parler aujourd'hui, c'est sur la filière. Et ça c'est la grosse difficulté actuelle, c'est que la thrombectomie ne doit pas empêcher et retarder l'initiation de la fibrinolyse, et inversement. En fait, il faut aller vite partout, donc c'est un peu compliqué parfois. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas traduit celui-là, les autorités de santé sont vraiment chargées d'assurer que sur le territoire, on doit avoir accès aux 2 traitements et se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les patients. Alors, ensuite, la décision de thrombectomie, ça c'est important, c'est une équipe multidisciplinaire, au moins un neurologue vasculaire, un neuroradio interventionnel dans des centres expérimentés. Ça c'est important parce que dans les études randomisées, c'était des centres quand même triés sur le volet. Hein. C'est pas celui qui a fait 2 thrombectomies dans sa vie, qui ne connaît pas, qui va faire ça. Donc ça, c'est un gros problème. Et bon, l'anesthésie, ça peut être anesthésie locale, générale, c'est un peu
il commence à y avoir des petites choses, mais c'est vraiment centre dépendant. Ensuite, s'il y a une contre-indication à la fibrinolyse, par exemple le patient sous AVK qui a un INR à plus de 1,7, etc., ou une chirurgie récente, la thrombectomie, bien sûr, peut se faire seule. Et ça, c'est plutôt en pré-hospitalier, on va s'en servir. Si on peut suspecter, parce que tout AVC ischémique quand même n'est pas dû à une occlusion d'un gros tronc. Il y a les petits infarctus profonds, l'hypertendu et du diabétique, la petite occlusion distale. Donc, si on doit les identifier en pré-hospitalier, il faut se donner des petits moyens. Et il y a des études qui montrent que le NIH à moins de 3 heures, bon après ça devient calculatrice, il faut un vrai ordinateur, mais bon, à plus de 9 et à moins de 6 heures, à plus de 7, ça permet quand même d'identifier des patients qui ont potentiellement une occlusion d'un gros tronc. Je vais en reparler sur la filière préhospitalière parce que c'est un élément pour un peu identifier ce possible candidat. Donc enfin, l'âge élevé n'est plus une contre-indication en tant que telle de récuser à thrombectomie. Et puis pour l'occlusion du tronc basilaire, c'est compliqué. Il faut que ça soit dans des centres spécialisés, bien sûr. Il n'est pas prouvé actuellement que la thrombectomie est plus efficace que la fibrinolyse. Mais en pratique, il y a beaucoup évidemment d'occlusions du tronc basilaire, vu leur pronostic catastrophique que vous connaissez, plus de 70% de mortalité, qui ont le maximum du traitement, même s'il n'y a pas de preuve, avec des essais randomisés. Donc en pratique, on a tous notre rôle à jouer, on doit tous bien s'entendre, et tous le jouer en parallèle. Il n'y a pas de concurrence, on est tous ensemble. En gros, il faut aller le plus vite possible et jouer en synergie, sans se marcher sur les pieds. Chacun a son rôle, chacun a sa responsabilité, et voilà, pour le patient. Donc, à Montpellier, quand le patient arrive, je vais dire un mot tout à l'heure sur le pré-hospitalier, en fait, il n'est pas identifié, entre parenthèses, UNV. Il ne va pas directement dans l'UNV. Il arrive dans une structure qui est un peu particulière, urgence tête et cou. C'est particulier parce que dans le bâtiment où je suis, il n'y a que neurochir, neuroradio, ophtalmo, donc et ORL, donc c'est vraiment tête et cou. Et donc, il arrive ici, il appartient à personne, entre guillemets. Donc, l'urgentiste, le neurologue vasculaire voit le patient. S'il a besoin de réanimation, il y a le réanimateur, etc. Il va directement à l'imagerie et ensuite, on s'adapte ou à la thrombectomie, etc. Donc, les règles, en général, toutes les UNV font comme ça, c'est que pour gagner du temps, le neurologue vasculaire est prévenu évidemment dès l'alerte par la régulation et puis dès l'arrivée pour ne pas perdre de temps parce que avec un chronomètre. Donc moi j'avais fait l'expérience un jour de mettre le chronomètre sur le brancard à l'entrée du patient. En fait ça panique tout le monde, ça fait un petit stress et on voit des choses surprenantes, le brancardier qui se met à courir quand il voit qu'il est chronométré. Enfin, il y a quand même une idée. Alors évidemment on doit faire vite et bien. Bon ça vous connaissez mieux que tout le monde, donc il faut être un peu stressé mais pas trop parce que sinon on s'agite, là c'est la catastrophe. Mais c'est vrai que cette notion d'avoir toujours en tête 2 millions par minute, on se dit, bon, certes, pour la sonde urinaire, tout va bien, mais est-ce que ça vaut 4 millions de neurones perdus, quoi. Enfin, il y a des choses comme ça où on doit quand même toujours l'avoir en arrière-fond. Même si certains disent, bon, ça va, on a des milliards de neurones, c'est quoi 2 millions? Mais enfin bon, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas pareil. Alors ensuite, donc on vérifie les contre-indications de la fibrinolyse, et de manière parallèle, on examine un bras, on fait le NIH. Un NIH bien fait, c'est 7 minutes. Alors, on n'est pas comme ça, je mets 7 minutes, partez, évidemment. L'infirmière fait de l'autre côté, l'autre bras, on s'arrange, bon, évidemment. Et si on a l'imagerie immédiatement, évidemment, on fait le NIH pendant le déplacement à l'IRM. Alors ensuite, bon, l'échelle NIH, vous la connaissez, donc c'est tous ces points qui se font en 7 minutes. Et ensuite, on confirme bien sûr le diagnostic de l'infarctus cérébral, avec, bon, si on n'a que ça, le scanner, mais c'est sûr que dans les moins de 4h30, c'est pas excellent, et au mieux l'IRM. Et en fait, nous, notre protocole d'imagerie, et c'est la plupart des UNV longs, c'est la diffusion pour montrer l'infarctus récent et l'étendue, le T2 étoile pour montrer les hémorragies, le flair, je ne sais pas si vous voyez bien, le flair est très intéressant pour nous, en fait, pour dater l'AVC. Parce que des études, ça c'est pour les accidents du réveil, je vais en parler parce que sinon j'en parlerai plus, je pense. En fait, les accidents du réveil, vous savez, pendant des années ont été considérés, bon ben voilà, accident du réveil, tant pis, c'est pas une phase aiguë. Moi j'ai connu l'époque où nous on ne se mobilisait pas pour les accidents du réveil, dommage. C'était que les accidents avec heure de début connue. En fait, des études ont montré qu'il y avait très peu d'AVC qui survenaient durant la nuit, la première partie de nuit.
En tout cas, de minuit à 4 heures du matin, il y a très peu d'AVC. La plupart des AVC surviennent en fait entre 8 heures et midi. Selon l'heure à laquelle on se réveille, on peut imaginer donc que l'accident du réveil vient juste de se produire. Quand on a réalisé ça, on a dit, bon, bah maintenant, les accidents du réveil, on les considère comme des phases aiguës. Donc, on considère l'heure de découverte après le réveil. Donc, s'il se réveille à 8 heures et qu'on est appelé à 8h30, c'est le cas idéal, on est plutôt appelé à 9h30, 10h, on considère comme une phase aiguë, exactement. Mais on n'avait pas de moyens. Et grâce à l'IRM, on a des moyens de dater cet AVC, plus ou moins. C'est-à-dire que lorsque vous avez un infarctus, disons, vous avez un infarctus comme ça, en diffusion, qui veut dire qu'il est tout récent, ça, il n'y a pas photo, et que vous avez un flair négatif, vous avez une excellente probabilité qui est de 85% d'être à moins de 4h30. Du coup, les 3/4 des unités vasculaires, maintenant, fibrinolisent quand on a un flair négatif. Et il y a des essais randomisés qui vont montrer si on a raison de faire ça. Voilà. Donc c'est pour ça que l'accident du réveil, ça a quand même changé les choses. Ensuite, on fait bien sûr, puisque maintenant c'est obligatoire d'avoir une imagerie artérielle avec l'arrivée et l'obligation de la thrombectomie. Donc on fait une imagerie artérielle, nous on fait aussi extracrânien et intracrânien pour voir l'occlusion de l'artère intracrânienne, et on fait la séquence de perfusion, ce qui veut dire que ce fameux patient avait un mismatch important, c'est le candidat idéal. Alors maintenant, il y a des logiciels qui calculent, bon après ça se voit, hein, je pense qu'on fait aussi bien que le logiciel, on voit la zone, ici, c'est assez joli, disons, on voit en rose, violet, la zone d'infarctus, ça c'est la diffusion, l'infarctus irréversible, on voit la zone d'hypoperfusion en vert, et hop, c'est que ça calcule le mismatch, et on a un logiciel qui fait en 3 secondes, enfin on fait rien, nous c'est l'IRM qui, voilà, on est derrière la console, on attend, et hop, il nous dit, yes, c'est bon, il y a le mismatch. En fait, ça c'était ce qui était... on a participé à une étude randomisée, une des 5 études randomisées, et on était obligé d'avoir ce yes, vous savez, c'était américain, yes, et pour pouvoir randomiser, c'est pour ça. Mais c'est quand même, ça veut dire que maintenant, c'est quand même bien automatisé. L'IRM est exceptionnel, n'exagérons pas, le scanner a quand même beaucoup progressé. C'est-à-dire que les études, par exemple sur la fibrinolyse au départ, c'était avec un scanner sans injection, et le scanner sans injection, dans les 6 heures, en général ne montre pas l'infarctus cérébral ou montre des petits signes précoces qui sont très très difficiles d'interprétation. Mais maintenant, on a des nouveaux scanners qui sont beaucoup plus sensibles, et vous voyez ici, il y avait un scanner sans injection qui ne montre rien, et les scanners actuels peuvent montrer quand même la zone d'ischémie. Donc ça progresse quand même. Et les angioscanners montrent très très bien l'occlusion, hein, comme les IRM. Et en plus, maintenant, les scanners de perfusion montrent très bien la zone d'hypoperfusion. Donc dans la circulation antérieure, le scanner avec angioscanner et CT-perf sont quand même intéressants. Donc là, il y a beaucoup de batailles là-dessus. Alors l'imagerie à la phase aiguë, bien sûr, petit rappel, permet aussi d'éliminer un diagnostic différentiel, surtout si vous avez que le scanner. Il peut quand même y avoir, ça c'est que des vrais exemples de phase aiguë, un hématome sous-dural, une tumeur, tout ça présenté comme un AVC, parce que début brutal, etc. Et voire même une plaque de sclérose en plaques. Alors bien sûr, on n'aime pas fibrinolyser des choses qui ne sont pas des AVC, donc c'est quand même important aussi l'imagerie pour ça. Alors la thrombectomie, finalement, comment on sélectionne le patient qui peut bénéficier de la thrombectomie? C'est déjà au départ, il faut qu'il ait une occlusion intracrânienne. Enfin, ça paraît débile, mais enfin, évidemment, on ne va pas envoyer un cathéter s'il n'y a pas d'occlusion visible. Ensuite, on ne met pas d'âge limite, mais il faut quand même que le patient soit autonome, qu'il ait un déficit pertinent, parce qu'actuellement, on n'a pas la preuve dans les déficits mineurs, et qu'il ait un mismatch. Alors, comment le patient de plus de 80 ans, on a décidé, on ne décide pas d'âge, même plus de 100 ans. Vu que le bénéfice de la fibrinolyse est à 3 mois, si vous avez quelqu'un à 100 ans, super, bon c'est rare 100 ans, mais disons 80, 15 ans, complètement autonome bien, pourquoi lui enlever sa chance d'être totalement autonome 3 mois après? On n'est pas sur des sténoses asymptomatiques où le bénéfice qui est déjà douteux est à 5 ans. Donc on ne sélectionne pas sur l'âge, on ne regarde pas la carte d'identité, en plus on sait tous qu'il y a des patients à 65 ans, enfin bon passons. Donc, du coup, pas d'âge limite. Bon, pour la fibrinolyse, on en a parlé. Ce qui est sûr, c'est que pour la thrombectomie, les patients sont encore plus sélectionnés parce qu'il y a les critères de la thrombectomie en plus. Mais c'est sûr que le patient qui a déjà un handicap important, on sait à l'aide des registres que la fibrinolyse, ce n'est pas les meilleurs candidats ni pour la thrombectomie. Donc ensuite, pour le déficit mineur, on ne se sert pas non plus beaucoup du NIH. Parce que c'est pas fait pour les déficits mineurs, le score NIH, c'est plutôt fait pour les déficits massifs. Et on se sert plutôt, quand on voit le patient à la phase aiguë, est-ce qu'on considère que son déficit est pertinent?
C'est-à-dire, en gros, s'il a ce déficit à 3 mois, est-ce que ça va être handicapant? L'aphasie sévère, bon oui, quand même, c'est quand même handicapant. Le déficit de la main, parce que bon, ça a quand même beaucoup de ses mains, or, il n'est pas compté dans le NIH, l'atteinte cognitive, etc. Donc, s'il est vraiment pertinent et qu'il y a une occlusion, on peut se poser vraiment la question de la thrombectomie, mais on n'a pas la preuve actuellement. S'il n'est pas pertinent, on ne fait rien, sans occlusion. Et par contre, s'il y a une occlusion intracrânienne, se pose la question quand même de la fibrinolyse seule. Donc, comme je vous disais, le déficit sévère, en fait, est diagnostiqué sur l'IRM cérébral. Parce que finalement, là, vous avez un patient qui avait le même score NIH que tout à l'heure, mais vous voyez, il est très sévère à l'imagerie. Et le score aspect, en fait, on compte des petits points. Si vous comptez ce patient, il n'avait que 1 point, donc c'est très sévère. Donc c'est sûr que celui-là, même si on veut toujours faire quelque chose, malheureusement, il n'a plus de tissu à sauver. Et il y a un gros risque de transformation hémorragique si on fait une fibrinolyse, et il y a un gros risque de futilité si on fait la thrombectomie. Donc ça, c'est le fameuse malade, oui, donc c'est ça. Elle avait 83 ans, donc vous voyez, on traite vraiment des patients âgés, complètement autonomes. Elle est arrivée très tôt, elle avait un NIH à 17, très très sévère, avec un petit infarctus, et une occlusion de l'artère sylvienne, donc le logiciel qui avait montré vraiment très bonne candidate. Elle avait eu thrombolyse plus thrombectomie, et en fait, elle avait super bien récupéré. Le lendemain, elle n'avait plus rien quasiment. Et du coup, c'était la galère parce que comme elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était paralysée, parce que c'était à droite, elle ne se rendait pas compte qu'elle était paralysée, le lendemain, elle dit non mais c'est bon, je vais bien. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'on lui avait sauvé la vie, entre guillemets, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, nous on le savait, on était contents, mais voilà. Alors ensuite, pour finir, par rapport au workflow, un des gros problèmes, c'est le pré-hospitalier, c'est un peu le problème actuel. La grosse question, c'est est-ce que, par rapport à la thrombectomie, que fait-on? Fibrinolyse, thrombectomie, etc. Donc, nous, dans la région, par rapport à la thrombectomie, on a une petite procédure locale, je veux dire, régionale. C'est qu'il n'y a qu'à Montpellier où il y a un centre de thrombectomie. Par contre, la région, elle est assez rectangulaire et il y a des UNV un peu partout. Donc, les patients qui arrivent pour un AVC et avec une occlusion intracrânienne, ils sont fibrinolisés dans l'UNV. Et ils sont transférés avec le SAMU le plus vite possible chez nous, qu'ils soient mis... Non, enfin, disons coordonnés par le SAMU, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu différent, pour être transférés pour possible thrombectomie, même si le patient a complètement récupéré, parce qu'on sait qu'ils peuvent s'aggraver, même si... Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, la grosse question actuelle, hein, est-ce que c'est intéressant, enfin, est-ce qu'il faut orienté en préhospitalier vers des centres plutôt qui ont thrombectomie par rapport... Donc c'est trop, c'est un débat, ça mériterait 4 heures, donc je l'aborde juste rapidement. En fait, il faut déjà sélectionner le patient en préhospitalier avec une forte suspicion d'occlusion d'un gros trou artériel. Donc bien sûr, un AVC très probable et un déficit sévère. Oui, c'est la deux dernières. Donc, et ensuite, si on pense qu'il y a une contre-indication connue en préhospitalier, genre il vient de se faire opérer 2 jours avant, on sait déjà qu'il ne pourra pas bénéficier de la fibrinolyse, donc il faut peut-être l'adresser en premier dans un centre thrombectomie. Donc là, c'est un exemple, c'est les 2 dernières, un exemple de déroutage d'une patiente en préhospitalier. Elle avait 92 ans, autonome, elle était vraiment parfaite, super. Et en fait, elle était à mi-chemin entre Montpellier, où il y a la thrombectomie, et Nîmes, où il n'y a pas en hélicoptère. Hein. Si vous regardez par la route, elle n'était pas à mi-chemin. Et en fait, elle était vue normale à 10 heures, trouvée par son fils à midi, hémiplégie droite, aphasie. Donc ça, c'est nos critères pour dire grosse suspicion d'AVC d'un gros trou. Donc on a le régulateur du SAMU, etc. On dit, bon, bah ok, à ce moment-là, elle vient directement, vu que c'est mi-distance, et qu'on ne lui fait pas perdre la chance de ne pas avoir la fibrinolyse. En fait, elle est arrivée 2h10 après la découverte, 4h10 la dernière fois vue normale, et NIH à 12. En fait, on lui fait l'IRM qui montre un infarctus qui n'était pas si petit que ça, et une occlusion artérielle. Ah oui, du coup, on est arrivé trop tard pour la fibrinolyse. Donc, est-ce qu'on lui a fait perdre une chance de ne pas faire fibrinolyse? La question est ouverte, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire, comme vous le savez. Donc, elle n'a pas eu de fibrinolyse, parce que le délai était dépassé. Elle a eu une thrombectomie, ça s'est super bien passé. Et elle a très bien récupéré. Donc ça, c'est un bon cas, je dirais, dans ce qui peut-être être l'avenir du déroutage, entre guillemets, mais c'est pas sûr. Et là, nous, depuis janvier, on est en train de réfléchir sur les déroutages potentiels des patients avec contre-indication. Donc en conclusion,
On est très content là quand on fait du neurovasculaire parce qu'il y a quand même 3 traitements efficaces, très efficaces. Les UNV, bon voilà, mais la thrombolyse par voie intraveineuse qui reste un traitement extrêmement efficace, et maintenant la thrombectomie. Ils ne sont pas en concurrence, on doit faire maximum tout pour les patients. Je vous remercie. Merci.